Tout le plaisir est pour nous de savoir nombreux à suivre cette émission Qui dit vrai. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'ULDC, Guillaume Mandjolo, et puis communicateur du FCC. Avec lui, nous allons parler de la décision de la Cour constitutionnelle sur le candidat qui ont été écartés dès la course. Guillaume Mandjolo, bienvenue dans cette émission. Merci infiniment. Comment déjà se porte votre parti, ULDC, parti cher à Raymond Tshibanda? Est-ce qu'aujourd'hui l'ULDC est prêt pour aller aux élections? Tout à fait, l'ULDC se porte très très bien. Je pense que l'esprit qui avait été à l'origine du lancement de ces partis chrétiens, orchestré, organisé, pensé par Raymond Tshibanda et quelques-uns de ses collègues d'époque, notamment Mahamayou Makala, est en train de donner ses fruits aujourd'hui, avec la génération ULDC qui a été à l'œuvre, parce que nous on n'a pas les mouvements notre mouvement des jeunes s'appelle Génération ULDC, et qui a été vraiment à la cuisine, au salon, un peu partout, pour nous permettre de pouvoir avancer sur le terrain, faire en sorte que nos candidatures soient opérationnelles réellement, que nos choix soient rajeunis totalement, ce qui a été le cas, et nous sommes retrouvés dans un regroupement qui s'appelle l'ABCE, l'Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, pilotée pour l'instant par le professeur Matenda, ancien ministre de Finances. Donc le parti se porte bien dans la mesure où l'ULDC aujourd'hui engrange quasiment chaque semaine entre 1000 et 3000 adhésions, parce qu'une série de chrétiens en RDC ont compris qu'effectivement, au regard de ce qui a été fait à l'époque par le ministre Raymond Tshibanda aux Affaires étrangères et à la coopération, notamment ces fameuses discussions avec les CNDP, et les M23 par la suite, qui ont donné lieu quand même à une sorte de souffle de vie en regard des orientations, des instructions du chef de l'État qui ont été respectées scrupuleusement par lui, et je l'ai accompagné dans ce processus-là. Et maintenant il y a des retombées au fait de nature à permettre d'asseoir encore un peu plus de partis, et l'esprit qui a toujours été le nôtre en regard de cette dimension-là. Donc l'ULDC s'est porté très bien. Et au terme du processus électoral, on a déposé nos candidatures ici et là, ce qui fait que nous occupons quasiment ici la première place, là la deuxième place au niveau de notre plateforme en termes du potentiel de dépôt de candidature. Parce qu'entre-temps, notre base naturelle se trouve être l'espace Kasaï, parce que le ministre Raymond Tshibanda est ressortissant de l'espace Kasaï, ce qui fait que dans les partages, nous nous trouvons avec monsieur l'ambassadeur Baka Fonsenda, ancien ministre de la Justice, et nous nous trouvons avec les Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï tout court, mais à cela il faut ajouter l'espace Bandundu, du fait de Madame Mahamayou Makala, dont on a les Kwilu, une partie du Congo et les Maïndombe. Ce qui fait que notre potentiel dans les cadres de la BCE se trouve être assez important. Notre apport est significatif dans les cadres de ces procédés au fait d'atteindre le seuil des groupements politiques. Donc voyez-vous, ce qui fait que je suis tellement à l'aise d'en parler, parce que le travail a été très très bien fait à ce niveau-là. Espérons que Dieu nous rende cette grâce au sortir des élections. Je serai encore devant vous pour cette fameuse vérité des urnes. Qui dit vrai? J'espère que vous êtes en train de dire vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui, combien de candidats que votre plateforme a alignés dans ces élections, députés nationales ainsi que provinciales? Vous êtes également, vous êtes aussi candidat député? Tout à fait, je suis candidat député. Qui dit vrai? À la nationale? Qui dit vrai, les listes sont là. C'est pas la vérité, au fait, ce qu'elle a, elle doit avoir l'avantage d'être vérifiable. Oui. La vérité, c'est la raison. Nous dit-on par Socrate, par Parménide, par Platon. C'est ce qui est vérifiable. Donc c'est ce qui est raisonnable, ce qui est la raison, c'est la vérité. À l'heure actuelle, vous pouvez vérifier, sur les listes de la BCE, se trouve au niveau de la députation nationale, plus ou moins 24 à 25 députés, candidats députés de l'ULDC. De la même façon, au niveau de la députation provinciale, plus ou moins une cinquantaine, 55 à peu près, ou 53 me semble-t-il, de l'ULDC. Cela, c'est au prorata du nombre de partis politiques. On a un peu plus, bien entendu, mais c'est au prorata du nombre de partis politiques. Nous sommes 20 partis politiques. Alors, quand vous faites un peu la division des 714 sièges au provincial divisé par 20, vous allez trouver les chiffres en question. Vous voyez que nous sommes un peu au-dessus. Quand vous faites la même chose au niveau de 500 sièges de la députation nationale, et que nous, on se trouve autour de 24-25, c'est quasiment le chiffre qui correspond
au partage normal. Ce qui fait que nous avons respecté notre quota. On nous a peut-être donné ici ou là un supplément durable, comme on dit, vulgairement, mais c'est pour montrer qu'effectivement cette vérité-là, à laquelle vous faites référence, elle est là, et c'est sur papier, elle est affichée. Je l'ai annoncé au début, au sommaire de cette émission, que la Cour constitutionnelle a tranché concernant le candidat présidentiable. Et aujourd'hui, la Cour siégeant en cette matière de traitement de candidature à l'élection présidentielle a jugé irrécevable certains candidats, entre autres Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Guillaume Moka ainsi que Antoine Gizenga. Comment est-ce que votre plateforme, le FCC, parce que vous êtes aussi membre du FCC, a réagi par rapport à cet état de choses? Bon, les principes dans un pays démocratique et la séparation de pouvoir. Ici, nous avons affaire à la plus haute cour de la République qui a statué. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce que font tous les étudiants en droit, un commentaire d'arrêt, simplement. Au-delà du commentaire d'arrêt, il n'y a pas de commentaire d'ordre politique à pouvoir dégager. La Cour a décidé, a statué, c'est fini, terminé, en dernier ressort. Donc, s'il y a un commentaire, posez-moi la question sur la vérité juridique. Qu'est-ce que je peux en déduire en termes des raisonnements juridiques par rapport aux commentaires de cet arrêt? En termes des raisonnements juridiques, on venait de le dire. Bon, ça dépend de quel cas. Il s'agit de quel cas, parce qu'il y a plusieurs cas. Nous prenons par exemple le cas d'Adolphe Muzito. Bon, il s'avère simplement qu'on a une difficulté d'avoir une lecture exacte de la position d'Adolphe Muzito. C'est un membre du PALU, donc son poids politique n'est pas individuel. Il est lié à un groupe très ancien, avec des statuts très très opérationnels, avec des exigences terribles, qui font que le respect qu'on doit aujourd'hui à l'autorité de M. Gizenga n'est pas discutable. C'est tiré d'une lutte, des compétences, de cette passion particulière pour la République. Et ce qui a fait que Muzito existe au sens politique du terme, c'est M. Gizenga. C'est pas lui. Mais il y a des preuves quand même que Adolphe Muzito a démissionné avant d'aller s'allier dans une autre plateforme. On va y arriver. Il s'avère simplement que Muzito, en tant que personne seule, on ne le connaissait pas. Muzito existe à travers Gizenga, à travers les Palus. Et par conséquent, les Palus étant l'allié principal de la MP et qui a une sorte de contrat particulier entre Gizenga et Kabila. C'est à ce niveau-là que se jouent les choses. Il me semble que cette soif de vouloir être calife à la place du calife a été un peu exagérée de la part de M. Muzito, quelqu'un qui a du talent, qui est un fils intéressant de la République, méritant, parce qu'il a fait un parcours très intéressant. Mais en entendre parler, apparemment, ce traitement a été un peu politisé. Non, ce n'est pas politisé du tout, parce que donc on commence par la situation politique, parce que vous voulez qu'on parle politique, avant de descendre sur le droit. Parce que les droits, finalement, on va juste commenter l'arrêt sans pour autant donner un avis qui soit un avis personnel. C'est juste de commenter l'arrêt. Donc, les prémices de ce qui présage la suite juridique tient aussi du politique. Donc, finalement, lorsqu'on regarde ce que je vais te dire ici, le contrat entre Kabila et Gizenga fait que non seulement les Palus a des couleurs pour pouvoir exister, et que les Palus qui avaient plus ou moins 37 ou 34 députés en 2006, qui a perdu beaucoup de couleurs, du fait notamment de la faiblesse de certains de ses cadres. Avoir 37 ou 34 députés en 2006 et sombrer à moins de 20, c'est quand même pas une performance. Alors, vous estimez que quand vous avez fait ce type des résultats, et que par exemple, chez vous, sur place, là où vous avez été élu député national, vous n'avez pas atteint 20 000 voix, et que vous ayez des prétentions pour être candidat chef de l'État contre les principes même qui gouvernent votre parti politique. Sur le plan éthique, ça pose problème. On peut avoir des ambitions individuelles, mais ça pose problème. Et les partis qui a fait que vous existiez, ça pose problème. Mais finalement, ces partis-là ont émis des principes d'organisation. Ce qui fait qu'il y a notamment la suspension, toutes ces choses-là qui ont été dégagées contre la personne de M. Muzito. Alors, on se trouve dans un conflit d'intérêts où il y en a deux candidats venant du même parti politique. Maintenant, on peut soutenir la position de l'un par rapport au fait qu'il aurait démissionné tout en n'ayant pas transmis réellement sa démission, acquis des droits, ainsi de suite. Donc, il y a un flou autour de ça. Les choses ne sont pas nettes. Alors, ça, c'est vous qui l'avez dit, parce que Adolphe Muzito doit présenter sa démission devant... Non, madame, il ne s'agit pas de ce que moi j'ai dit. Oui. Il faut lire l'arrêt.
J'entends les gens du Palou, ici et là, quelques analystes, parce qu'il y en a un paquet en RDC qui sont spécialisés en tout, y compris en droit, alors qu'ils ne savent même pas lire un article de la Constitution. Il faut lire l'arrêt. Qu'est dit l'arrêt? J'ai surtout qu'on puisse attaquer l'arrêt dans ses fondements. Dire la forme de l'arrêt n'est pas correcte sur cette base, cette base, cette base. Les fonds de l'arrêt n'est pas correct sur cette base, et par conséquent, la conclusion de l'arrêt, c'est-à-dire le dispositif est mauvais. Je n'ai pas entendu ces discours-là. Ce que j'ai envie d'entendre, demandez à vos spécialistes, à ceux qui sont appelés à pouvoir évaluer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous dire exactement que les éléments à sa disposition, à la disposition de la Cour, prédisposent que l'arrêt n'a pas été bien rendu parce qu'il n'a pas tenu compte de tel élément et tel élément. Et que les droits n'ont pas été dits conformément à ce qui ressortait des allégations des parties. Ce n'est pas encore le cas. Nous sommes dans les sentiments plutôt de l'ordre des ressentiments. Or, madame, vous avez fait appel à moi pour dire vrai. Qui dit vrai? C'est ça le titre de l'émission. Dire vrai, madame, consiste à pouvoir regarder quelle est la loi applicable à une situation en matière de droit. Est-ce que la loi a-t-elle été appliquée justement ou pas? Il s'agit de ça. Or, jusque-là, tous ceux qui sont de cette obédience-là, personne n'a encore apporté une preuve contraire ou disant la mauvaise application de la règle de conflit par rapport à la situation entre Muzito et Gizenga dans le panorama Palou. Rien n'a été fait jusque-là. J'attends qu'on me dise ça exactement. Telle règle n'a pas été appliquée au motif que, bon, il y a eu peut-être une tendance d'ordre politique, ce qui est risible lorsqu'on se dit démocrate, entendre ça. Ce qui est vraiment risible. C'est-à-dire, vous constaterez que quelqu'un comme Fillon, qui est, me semble-t-il, un peu supérieur, et en même temps qui avait une aura particulière au niveau de la France, il a été défenestré parce qu'il avait un problème de justice. Et quel problème de justice simple? Même pas de justice morale. Histoire des chaussures, des costumes et tout ça, d'un petit pécule qui avait été donné à sa femme alors qu'elle n'avait pas droit, à ses enfants, ça suffit. Ben, en vertu de quoi? Si c'était en RDC, on aurait parlé des affaires extraordinaires, des politiques, du pouvoir qui oriente et tout ça. C'était en France. J'ai souhaité qu'on puisse commenter ça aussi. Que Strauss-Kahn, qui a été attrapé dans une position indélicate, se trouve être sorti de la course parce que moralement il ne correspondait plus à rien. Et nous avons une chance extraordinaire en RDC aujourd'hui, je félicite ça, que les législateurs aient installé la loi de l'assainissement et de la purge, la loi électorale. Son article 10 aujourd'hui, il recommande ce que vous dites exactement dans votre intitulé, la vérité. Et cette vérité-là, c'est celle qui doit découler de la raison d'abord, c'est-à-dire la vérité, les choses qu'on doit faire doivent être raisonnables, de la vertu, que les porteurs de cette raison-là doivent être vertueux. Est-ce que vous estimez que ce que fait votre chef de file, parce qu'il en est un, est vertueux? Il me semble que non. Et écarter aussi Antoine Gizenga de son vivant, est-ce que ce n'est pas aussi de cracher sur sa mémoire? Non, pas du tout. Me semble-t-il que la loi exige qu'il y ait une candidature pour une même formation politique. Il y en a deux. Donc les deux sont écartés. Voyez-vous, on aurait pu dire que parce qu'il y a un contrat spécial entre les contrats Kabila-Gizenga, des Lumumbistes, dont on aurait pu favoriser Gizenga en personne. Ces contrats pouvaient aussi honorer Antoine Gizenga d'être parmi quand même le candidat? Non, non, là c'est politique. Ici, la loi exige qu'il n'y ait pas deux personnes pour une même formation politique. Et la loi est impitoyable par rapport à ça. Mais que ce soit Gizenga ou quelqu'un d'autre, dans cette situation-là, il subirait la rigueur de la loi. Mais parlons aussi de l'autre candidature, qui est aussi de Jean-Pierre Bemba. Il est candidat du MLC, mais sa candidature écartée de la course, ça a provoqué quand même plusieurs réactions au sein de l'opinion congolaise. Et Jean-Pierre Bemba compte faire recours au niveau de l'Union africaine. Oui. Est-ce que nous nous posons la question, ça sera pour quel résultat? Parce qu'aujourd'hui, en regardant les arrêts de la Cour, sont inattaquables. Mais vous avez tout dit. Pour quel résultat? Si on a les prétentions... Vous savez, Jean-Pierre Bemba savait très bien que ça allait se passer comme ça. Mais voyez-vous, c'est un peu cette grimace du serpent qui continue encore à bouger sa queue alors qu'il est mort. C'est quasiment ça. Il n'y a rien.
Mais aujourd'hui, parmi les raisons que Jean-Pierre Bemba a été écarté de la course, c'est cette affaire de subordination de témoins. Non, c'est la raison. La Cour pénale internationale compte les trancher les 17. Non, non. Et là aussi, parce que c'est l'heure de vérité, il faut apporter la vérité. La vérité vraie. Mais c'est un peu d'éclaircir l'opinion parce qu'il a besoin de cette vérité. Exactement, je vous concède. Voilà, madame, la situation. Je ne vais pas faire le commentaire de l'arrêt ou commentaire sur la décision de justice de la Cour constitutionnelle, qui est déjà établie, mais simplement par rapport à l'affaire de la CPI. Il faut apporter à la connaissance de nos compatriotes quelques éléments. Premier élément, nous sommes partis à cette Cour, ce qui fait que les décisions de cette Cour nous engagent. Parce que j'ai vu quelqu'un publier décision prise à l'étranger, ça ne compte pas. Il ne s'agit pas d'une décision hollandaise ou belge ou française. Il s'agit d'une décision de la Cour pénale internationale à laquelle la RDC est partie, qui est subsidiaire à nos juridictions. C'est-à-dire quand on n'est pas en mesure de pouvoir régler un problème interne, on peut renvoyer devant cette Cour-là. De sorte que, par exemple, nos ressortissants, comme Thomas Lubanga, ont été envoyés à cette Cour-là. Ces décisions nous engagent et rentrent pleinement dans l'ordre juridique RDC. Ça, c'est le premier élément pour considérer. Pour ceux qui pensaient que les casiers judiciaires ne doivent pas tenir compte d'une condamnation étrangère. Ce n'est pas une condamnation étrangère, elle est dans l'ordre juridique RDC. Premier élément pour éclairer l'opinion. Deuxième élément, M. Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance. À la Cour, il y a deux niveaux, 2 degrés. En première instance, il avait été condamné pour subornation de témoin avec une peine, assortie d'une peine. Et cette peine a été exécutée par ses co-accusés, notamment Babala, Kilolo, Mangenda. Maintenant, le procureur a formé appel contre cette décision, estimant que la peine était trop faible. Ils sont partis en appel. Les systèmes anglo-saxons séparent deux choses. D'un côté, vous avez la culpabilité, de l'autre côté, la sanction applicable à la culpabilité. Le volet pour la culpabilité, c'est-à-dire que la subordination de témoin établie en tant que telle est terminée, coulée en force des choses jugées. L'appel est terminé sur la culpabilité. Le prononcé est tombé. On a confirmé ça en appel. Il restait l'aspect sur la peine qu'il fallait maintenant affecter à cette culpabilité. Ce qui reste, est-il coupable ou pas? La loi congolaise, cette fameuse loi dont je parlais, d'heureuse mémoire, sur l'assainissement et la purge, l'article 9 et 10 de la loi électorale, dit que lorsque vous avez été condamné pour telle infraction, et du chef de tel, ne dit pas qu'à telle peine, il ne s'agit pas de la peine. L'irrévocabilité de la sanction sur la culpabilité des corruptions est établie. Établi comment? Dans les textes lui-même. L'arrêt fait 500 pages. À partir du point 843 et suivant, vous allez voir que l'acte de corruption du fait de transfert d'argent aux témoins est inscrit tel quel au cœur de cet arrêt-là. Il faut lire cet arrêt. Maintenant, sur l'aspect de la culpabilité, c'est ça la situation. On revient vers la Cour constitutionnelle de la RDC, qui est saisie pour dire que monsieur a été condamné pour subornation de témoin. Il est en train d'attendre qu'on fixe la peine par rapport à la culpabilité qui est déjà établie, dont la situation est terminée au niveau de la chambre d'appel. Maintenant, ces conseils pensent, et c'est à bon droit, qu'il y a moyen de réviser ce qui a déjà été fait au niveau de la cour d'appel, donc de la chambre d'appel au niveau de la CPI. Il y a des voies. Mais avant de poursuivre, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez l'opinion. Quand est-ce que l'affaire sur la subordination de témoins est condamnable? Non, quand est-ce qu'on a Quand est-ce qu'on arrive à condamner quelqu'un en ce qui concerne l'affaire de subordination des témoins? Mais c'est-à-dire quand quelqu'un empêche la bonne administration de la justice, à part des mécanismes soit de violence ou en soudoyant, en corrompant et tout ça, c'est ça la subordination de témoins. C'est ça. Donc,
C'est ça, les chefs duquel il est accusé de corruption dans les cas de l'infraction de subornation est établi. Mais on les condamne au dernier degré ou bien déjà au début? Non. La situation quand même, en suivant au regard de la situation de Jean-Pierre Bemba, cette question est jusque-là irrévocable. C'est irrévocable. C'est irrévocable, effectivement. C'est-à-dire qu'il a été condamné en dernière instance. La chambre d'appel a déjà statué. Maintenant, la fenêtre qui reste, éventuellement, ce que je suis en train de vous dire, ce que les conseils de Jean-Pierre Bemba veulent emprunter pour pouvoir trouver ces solutions à leurs problèmes, c'est une voie de recours extraordinaire. Mais si aujourd'hui on arrivait quand même à quitter Jean-Pierre Bemba dans cette affaire... Non, madame, oui. Le problème n'est pas celui-là. Oui. Le problème est que la peine irrévocable a été prononcée. La peine irrévocable a été prononcée. C'est fait. Donc la culpabilité irrévocable a été prononcée. C'est déjà fait. Maintenant, c'est que la Cour est tenue de regarder s'il y a encore des voies de recours ordinaires, pas des voies de recours extraordinaires. De mémoire, vous devez le savoir, vous voyez ça dans les films, les gens qui sont condamnés de manière définitive, qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis, qui attendent d'être exécutés, au bout de 20-30 ans, ils envoient leurs détectives à gauche à droite, on trouve un fait nouveau. Alors on demande la révision du procès. C'est une voie de recours extraordinaire. La Cour n'est pas tenue d'attendre ça. La Cour n'est pas tenue d'attendre la voie extraordinaire, n'est pas tenue par ça. La Cour se limite à la condamnation définitive. Quelqu'un qui est condamné à mort de manière définitive, on peut l'exécuter et découvrir par la suite qu'il n'était pas coupable. C'est tout à fait autre chose. Mais ici, en l'espèce, madame, y a-t-il eu envoi d'argent de la part des gens de Jean-Pierre et de lui-même vers les témoins ou non? Oui, c'est établi. Toutes les preuves sont là. Les numéros, les comptes, les moments et tout ça, tout est établi. Donc, la loi sur la raison, la vertu, l'assainissement de l'espace politique est applicable à lui. Rien que sur le plan moral et éthique, c'est applicable à lui. Alors maintenant, la loi proprement dite qu'on doit exécuter, donc la voie des recours ordinaires étant évacuée, donc monsieur doit être frappé. Il n'y a pas d'autre solution. Ce que les gens disent ici et là sont les sentiments. Ce n'est pas la vérité que vous êtes en train de rechercher. Celle que Diogène cherche avec sa lampe. Où est la vérité, où est la vertu? Il s'agit de ça. Nous sommes là-dedans. Cherchons la vérité. Ici, la vérité, c'est la loi. Rien d'autre. Les restes sont les sentiments, les frustrations des uns et des autres. Et ce n'est pas, me semble-t-il, ce qui est recommandé pour pouvoir nourrir notre population qui est en quête des repères. Donc, quand vous entendez parler de Guillaume Manjolo, donc Jean-Pierre Bemba n'a plus de chance de revenir à la course. Moralement, a-t-il des chances? Au-delà de la loi elle-même, moralement, a-t-il une chance? Et je vous signale au passage, parce que ceux qui nous suivent vont dire, oui, peut-être dans les codes pénals congolais, est-ce que, bon, subornation, tout ça. Madame. Parce qu'il y a vraiment une très grande confusion que vous, le juriste, vous êtes en train de mettre dans la tête de jour, là. Soit il y a des juristes qui savent, qui ne veulent pas le dire, soit ceux qui savent ne le disent pas suffisamment. Ou bien chaque juriste interprète cette question à sa manière. Non, ce n'est pas à sa manière. Il y a une seule façon de pouvoir interpréter. La Cour l'a dit. Moi, je l'ai dit avant même que la Cour l'ait dit, parce que lorsqu'on fait un raisonnement juridique simple, ça tombe tout sous le sens. Lorsque vous êtes en face d'une situation, en tant que juriste, quand vous avez évalué les faits et tout le reste, vous vous posez la question, quelle est la loi applicable? C'est la question juridique. Quelle est la loi applicable? Alors vous dites, y a-t-il, la première question, en tout cas c'est ma formation française, y a-t-il une convention ou pas? Et en l'espèce, on va s'arrêter juste là, sur ce point-là, pour ne pas barber les gens avec toutes ces appréciations. Y a-t-il une convention ou pas? Oui, il y a une convention. C'est la Convention des Nations Unies contre la corruption, signée par la RDC en 2003 et ratifiée en 2010, au mois de septembre. Et les instruments de ratification ont été déposés en 2010, au mois d'octobre, à New York. Donc cette convention est opérationnelle. Lorsqu'on parle de subornation de témoins par la Cour pénale internationale, les juges congolais sont appelés à pouvoir regarder ce que ça veut dire subornation de témoins chez nous. Ça veut dire c'est un élément qui participe, qui est dans les corps du texte de la Convention contre la corruption. Donc ce n'est pas universel, l'interprétation. Non. C'est universel parce que nous sommes membres des Nations Unies et qu'on a ratifié la Convention contre la corruption et que l'article 25 de la Convention contre la corruption
dit la subornation de témoins est une corruption. On s'arrête là. N'allons pas chercher dans les droits internes et tout ça. Ça serait un peu trop compliqué, c'est labyrinthique. Restons sur l'affaire de la convention contre la corruption et ça sera, le droit sera fait. Mais certains langues quand même, Guillaume Mondjolo, disent qu'aujourd'hui la Cour est en train de tailler sur mesure le genre ou bien les candidats qui doivent concourir avec votre candidat, FCC, Chadari. Donc on est en train d'écarter le poids lourd de l'opposition pour ne pas faire ombrage à votre candidat Chadari. Madame, j'aurais préféré qu'on ait commencé cette émission par saluer d'abord le fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent respecter la loi, notamment les tout premiers d'entre eux. Lequel? Joseph Kabila, en respectant ses 2 mandats. Les gens ont péroré autour, ont parlé de la modification de la Constitution, du maintien parti. Non, non, tout à fait. Mais lorsqu'on s'est trompé aussi largement sur la vérité sur un homme, il aurait été intéressant qu'on dise qu'effectivement on s'est trompé, on a mal interprété, on a mal évalué. Ok? Il s'avère qu'il a respecté la loi. Vous allez constater qu'effectivement sur les listes... Il a respecté la loi comment et à quelle manière? Mais il n'a pas déposé sa candidature. On a dit que si jamais déposé... Il n'a pas déposé, mais les délais étaient déjà impartis. Mais on a dit que si... Non, les délais, on va y revenir. Il n'a pas déposé sa candidature. Mais c'était sous pression. Pression de quoi? Sous pression extérieure. Mais non, ça n'existe pas ça. Il n'y a aucune pression. Il n'y a aucune pression, mais s'il n'y avait pas de pression, donc Joseph Kabila allait le faire depuis 2016. Croyez-vous sincèrement... Non, pas du tout. Je vais revenir à ça pour y répondre. Croyez-vous sincèrement qu'on allait envoyer une armée ici pour pouvoir attaquer Kabila au motif qu'il a déposé sa candidature? On l'aurait fait dans l'option armée. On l'aurait fait avec Congo Brazzaville, on l'aurait fait avec Kagame, on l'aurait fait avec Museveni, on l'a fait avec personne. Donc, il pouvait, si la mauvaise foi l'emportait sur la raison, faire ça aussi. Il n'a pas fait, il avait promis. La pression était tellement forte. Il n'y a pas de pression. De part et d'autre. Ça ne marchait pas comme ça. Les affaires internationales ou la non-ingérence dans les affaires internes, et l'autre là est encore là sur place, Nkurunziza, il est toujours là. Et aujourd'hui, même si Chadari est là, c'est en étiquette. Mais non, voyez-vous, ça c'est vraiment dénigrer la démocratie que de penser comme ça. C'est-à-dire que le ressentiment vous pousse à une telle hauteur des supputations que vous vous perdez vous-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de chef d'État. Ça, c'est la préoccupation de la population, Guillaume, qui aimerait quand même être éclaircie, parce qu'ils n'y comprennent plus rien. Jean-Pierre Bemba est là, on l'a écarté, Adolphe Mouziton, on l'a écarté, Guillaume Momoka, on l'a écarté, Antoine Gizenga, on l'a écarté, mais qui fait quoi aujourd'hui? Mais voyez-vous, le problème c'est que, comme dit Benjamin Constant, tout le monde parle au nom de la population. Madame, je me mets au défi de parler au nom des gens, des Kalumbu, des Misaku, des Bombachut, de Luambo, des Chembo. Vous pouvez parler à leur nom, vous ne savez pas comment ils pensent. Je vous mets au défi de parler des gens de Kabaya Kamwanga, des gens de Chilenge, les gens de Boulungu, les gens de Idiofa. Vous n'avez pas autorité de parler à leur nom. La population pense quelle population? Qui doit décider comment, dit quoi? Mais non. La population s'exprime à travers les référendums, à travers les élections. C'est en ce moment-là qu'on voit la vérité de la population. Ce n'est pas sur un fauteuil très très confortable à Kinshasa ou à Bruxelles, on doit déterminer qui dit la population congolaise. Non, il faut sortir de là. Mais simplement quand on doit revenir aux choses sérieuses. Est-ce que la loi était-elle appliquée par rapport à tous ces gens-là que vous citez ou pas? Elle a été appliquée. Nous avions pris la mauvaise habitude dans ce pays des compromis. On a mis en place un mécanisme ou un star system où quelques célébrités deviennent nos princes de la République, à qui on doit tout. Il ne faut pas les toucher. Qui prennent les armes pour tuer la population, il faut applaudir. Qu'on leur donne des postes tonitruants et que par la suite ils puissent s'enivrer des richesses, il faut applaudir. Et ils doivent mobiliser la population sur laquelle ils saupoudrent un peu de misère, un peu d'aumône et tout ça, pour être les applaudisseurs permanents. Mais qui est à la base de cette misère? Mais oui, cette misère, ce sont les mêmes. Dites-moi, au sortir de Sun City, les gens que vous citez, pour l'essentiel, à quel niveau les responsabilités étaient-ils? Et leur fortune, leur fameuse fortune, sont tirées d'où? La République a laissé faire. Au sortir des élections de 2006. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que cette République est complice un peu de beaucoup de choses? Non, la République, c'est-à-dire la mère patrie, le Congo. Le Congo qui a été créé sur base des mains coupées par Léopold II et les Belges, notamment les partis de droite. Le Congo qui a subi les affres de la colonisation et la défenestration de son premier ministre assassiné.
par la Belgique, les Belges et certains Congolais. Ces Congolais n'est coupable de rien. Ce sont les fils indignes du pays qui sont coupables de ça, et notamment des compromis sans cesse. Comment voulez-vous, madame, que 80 millions de Congolais décident qu'on ne doit détenir qu'une seule nationalité, et que vos célébrités réunies à l'Assemblée nationale décident du contraire, qu'on doit faire un moratoire, sans consulter de nouveau celui qui a décidé qu'on ait une seule nationalité. Et que lorsqu'on décide maintenant d'exécuter la volonté de la population à laquelle vous faites référence... Cette question que vous venez d'aborder, ça touche plusieurs membres, plusieurs personnes. Avez-vous vu la liste de la DGM? Plusieurs personnalités. 80% de cette liste... C'est une question très sensible. Non, elle n'est pas sensible. Très sensible. Elle n'est pas sensible du tout. La liste de la DGM contient en son sein 80% des membres partis au FCC ou à la majorité présidentielle. 80%. Donc, nous sommes la première famille politique frappée. Et par conséquent, c'est la loi. Celui qui a subi la loi de 2 mandats, il est de la majorité présidentielle. Il en est lui-même président et autorité morale. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Il a subi la rigueur de la loi et s'est exécuté parce qu'il a donné sa parole. Il ne pouvait pas se dédire. Joseph Kabila qui a dit qu'il a fait un nouveau slogan pour le FCC aujourd'hui. Mais c'est la première fois dans cette République depuis sa naissance qu'on vit ça. Slogan de campagne, mais non, ce n'est pas un slogan de campagne parce qu'il n'est pas en campagne lui. Tout simplement, c'est une affirmation de ce qui a été et qui sera de nouveau. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas changé la loi fondamentale sur le nombre de mandats, tout le monde doit se plier. Une affirmation qui est vraiment critiquée sur la place publique. On va critiquer ce qui existe. Oui. Comment vous voulez qu'on critique ce qui n'existait pas? On va critiquer quoi? Les gens qui vendent du vent, il n'y a rien. Ou ceux qui brassent du vent, il n'y a rien à la critiquer. Mais Guillaume, parlons un peu de cette requête introduite au niveau de la Cour constitutionnelle concernant la requête de Jean-Marie Kabengele qui aujourd'hui pense que la machine à voter est inconstitutionnelle. Mais comme l'affaire est encore en cours devant la Cour, pour l'instant, attendons qu'elle se décide là-dessus. Sinon, si je dis quelque chose, parce que il y a la CENI quand même qui insiste sur cette machine et il dit que non, sans la machine à voter, pas des élections. Même si l'affaire est aujourd'hui devant la Cour, est-ce que ça sera pour quel résultat? Madame, on doit quand même se référer au texte la plupart du temps. On nous a chanté ici que seul l'accord de la CENCO était applicable. De la même façon que l'accord de la citoyenneté union africaine avait été pris en charge à un moment donné. Alors on découvre effectivement que dans ces textes, à côté de la Constitution, pour pouvoir calmer les grandes ou les énormes prétentions des uns des autres, ces textes disaient ceci: nous donnons mandat à la CENI de trouver les voies et moyens pour atténuer le poids ou les prix que coûtent les élections. Votre fameuse opinion dont vous parliez tout à l'heure, qui avait refusé qu'on puisse installer l'ONIP solidement, qu'on fasse les recensements, en voilà les conséquences. Si on avait laissé faire l'ONIP à l'époque, voilà ce qu'on aurait eu. Un fichier de l'état civil qui permettrait que plus jamais on recourt à l'enrôlement. Donc, l'histoire des empreintes, l'histoire des soit déjà évacuée. Et y compris, le plus important, l'histoire de la nationalité. Si on avait fait les recensements, ça allait coûter 400 millions de dollars. Ces 400 millions vont être affectés à chaque élection et un peu plus. Donc c'est une faute grave de la part de ceux qui ont mal pensé, estimant qu'on collait les recensements à l'élection et par conséquent on permettait à Joseph Kabila Kabange de glisser. Or, les 2 ans sollicités pour les recensements ont quand même été exécutés sur le fondement des difficultés financières et notamment ce qui s'est passé dans la partie Est en termes de la gestion des conflits. Voyez-vous, donc on a fait fausse route. Admettez à un moment donné que nous ne cessons de faire fausse route sur les fondements des passions tristes, disait Spinoza, c'est-à-dire des ressentiments, de nos jalousies. Tous vos champions auxquels vous faites référence sont dans une souffrance parce qu'ils étaient habitués à raser gratis au trésor public. Leur souffrance est là-dessus et pas ailleurs. Et par conséquent, la vérité que vous recherchez, il faut la voir de ce côté-là. Ceux qui ont perdu les plumes parce que,
habitués à ponctionner au trésor public et avoir des postes pour faire cet exercice macabre, n'ont plus accès à ça et alors tout est fermé. La loi, rien que la loi dorénavant. Et Guillaume, nous sommes en train de chuter déjà avec notre émission, mais nous n'allons pas quand même nous séparer sans pourtant parler de la décrispation politique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller aux élections avec ce climat qui est un peu tendu, sans la libération politique, sans le retour de certaines figures emblématiques au pays, sans la participation des uns et des autres. Aujourd'hui, voire même, il y a de menaces vers le gouvernement de Kinshasa concernant toujours ces élections. Est-ce que vous pensez, avec ces les élections se tiendront le 23 décembre? Pascal Boniface nous dit, nous sommes aujourd'hui, j'essaie de pouvoir évaluer ça, dans la célébration de l'imposture. Ce que vous appelez, à votre façon, emblématique. C'est quoi les figures emblématiques? Ils ont pondu quoi pour la pérennité ou la postérité de la RDC? Mais c'est l'accord qui les démontre, c'est pas nous. L'accord ne démontre rien du tout. Les gens qui sont concernés par des affaires de justice qui n'ont rien à voir, des actes d'ordre politique, on les connaît. Beaucoup ont été élargis. Et ceux qui sont concernés par les actes de droit commun doivent subir la rigueur de la loi. Vous savez combien de Congolais sont enfermés pour les mêmes causes? En vertu de quoi d'autres auraient des passe-droits au motif qui sont politiques? C'est-à-dire, la blanchisserie, ça serait la politique? Vous faites n'importe quel crime et tout ça, vous allez en politique comme ça, vous êtes absous? C'est du grand n'importe quoi. On doit sortir de là. La loi doit parler. Ceux qui estiment qu'effectivement ils ont été défenestrés sur le fondement de la politique, qu'ils en fassent la preuve. Je ne me souviens pas de quelqu'un qui avait été arrêté dans une manifestation simple, sans pourtant qu'il ait commis des crimes assez particuliers ou des délits. Il s'agit de ça. On doit sortir de là. Aujourd'hui, la loi frappe les gens de la majorité. Ceux qui ont la double nationalité ou la nationalité supplémentaire au-delà de celle congolaise. Ils sont frappés, y compris les très 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 proches de la famille de tous les grands, ont été frappés. Il aurait fallu que vous en parliez, madame, vous n'en parlez pas. En vertu de quoi ceux-là doivent subir la rigueur de la loi et vos fameuses célébrités doivent être épargnées. Non, madame. L'année prochaine, me semble-t-il, selon les indications que je suis en train de voir de l'actuel chef de l'État, la loi parlera. Nous tous ici, nous serons concernés. Il suffit d'un petit travers pour subir la force de la loi. Votre vérité, la quête de votre vérité, la lampe de la vérité, le phare d'Alexandrie de la vérité doit se situer sur ce que dit la loi. Si on n'est pas d'accord avec ça, on la change, on sollicite la volonté du peuple pour la changer. Sinon, on l'applique in extenso. Mesdames, en tout cas Guillaume, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez suivi la vérité de Guillaume Angelo sur les arrêts de la Cour constitutionnelle ainsi que sur d'autres questions qui vous ont préoccupé. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous que vous avez suivis partout dans le monde. Au revoir.